Et bonsoir à tous et à toutes. Alors, tac. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vous ai pas trop manqué, apparemment pas. Je vois qu'il y a personne de présent encore sur le chat, c'est pas trop grave. Je me suis battu avec le prochain outil que je vais vous présenter après. Alors je devais pas vous le présenter ce soir, mais comme il m'a mis en retard, je vais pas me gêner, tiens. Alors j'espère que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas de double écho. Ça serait problématique. C'est toujours bien d'avoir un retour de la part de quelqu'un. Mais techniquement, vous entendez le son, vous entendez ma voix. Tout devrait être ok. Alors, bon, sur le live précédent, qui je l'espère était pas trop brouillon, j'avais vite fait présenté, enfin vite fait, il y a 4 heures de live. C'était lundi dernier. Mais j'avais présenté, pour ceux qui ne connaissaient pas, le jeu de rôle et en quoi ça consistait. Donc pour ceux qui étaient déjà vétérans, connaisseurs du jeu de rôle, ça devait être un peu redondant et pas forcément intéressant. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va plus vous intéresser. Et bonjour Scipion, un plaisir de te voir parmi les premiers. Dis-moi si le son est ok. Lève le doigt si le son est ok. Mais voilà, je voulais aujourd'hui vous parler de l'organisation. De tout le travail qui a été mis en place pour que la communauté puisse jouer et donc vous expliquer comment le jeu va déjà pouvoir être mis en place dans un premier temps et ensuite comment il se joue. On avait rapidement évoqué quelques règles, quelques équilibrages qu'il y avait à faire ici et là, peut-être quelques petits manquements. La flûte est un peu forte dans mes oreilles, j'espère que pour vous c'est pas le cas. Donc voilà, je vais reparler de tout ça. Si les choses se passent bien, peut-être qu'on pourra faire notre première partie lundi prochain. Mais les choses se passent rarement bien dans le milieu de la tech. Surtout que là, j'ai dû travailler un serveur avec un certificat auto-signé pour pouvoir vous montrer que c'est possible d'avoir la caméra directement sur le logiciel. Avec la voix, bien entendu. Donc faudra que je travaille le passage par quelque chose de plus solide et qui ne vous mette pas une alerte de sécurité quand vous vous connectez sur le logiciel, parce que c'est un logiciel que vous allez pouvoir jouer via navigateur. Le mieux c'est d'utiliser le navigateur que tout le monde utilise, c'est-à-dire Chrome ou Firefox, ça marcherait bien aussi. Évitez Opera parce qu'il y a quelques bugs de connexion avec et c'est plutôt lent. Ta voix est un peu faible par rapport à la musique, mais c'est pas horrible. Ok, je vois le genre. Je vais baisser du coup la musique. Un petit peu peut-être, pas trop. Voilà, comme ça. Bon, voilà. Alors, commençons par le commencement. Ce que j'ai à vous présenter, c'est via Discord. Alors, j'ai pas fait mes scènes correctement, je suis désolé. Du coup, je vais faire ça vraiment un peu à l'improviste. Bon, ça a l'air d'être plutôt pas mal finalement. Alors, tout d'abord, sachez qu'il y a un serveur Discord sur lequel je vous invite à aller si jamais vous voulez participer. Ce serveur Discord qui se nomme la Guilde, qui est le nom du JDR, et avec le pseudo Bisdea qui est juste à côté. Alors, lorsque vous entrez dessus, il y a un message de bienvenue qui vous explique globalement ce qu'il y a à faire pour pouvoir participer et qui vous remet dans le contexte de ce qu'on attend d'un RP, surtout que c'est un RP, donc un JDR. C'est un JDR qui va demander un public, tout public. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a potentiellement des enfants qui regardent, donc faites attention au vocabulaire que vous pouvez utiliser et à la bonne entente globale qui devrait y avoir sur le serveur pour que les gens se sentent accueillis et non pas fustigés, mal aimés, enfin tout ce que vous voulez. Mais évitez aussi tout RP qui va dans le sens de la violence gratuite, du sang à profusion et surtout le gore, parce que le sang c'est pas forcément le plus violent,
Mais voilà, et surtout pas de rapport avec le sexe qui va au-delà du simple bisou, s'il vous plaît. Bon, la bise ça va, l'embrassade ça va, enfin tout ce que vous voulez en contact qui est amical, mais ne rentrez pas dans des détails qui pourraient perturber les plus jeunes, s'il vous plaît. Pas de massacre gratuit de chats. Non, ou du moins faut pas que ce soit explicitement dit. Ça peut arriver genre par accident, mais pas justement un massacre, effectivement. Je drague la queuse, ça marche aussi, ça c'est... Tant que c'est que de la drague, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pour rappeler que on veut un cadre qui corresponde en fait à un tout public. Ensuite, voilà, le dernier point, c'est plus par rapport aux règles sur le Discord lui-même, ou même ici sur le chat. Je mets un point d'honneur à payer les artistes qui s'engagent dans ma communauté si jamais ils veulent faire des choses pour moi, notamment Scipion qui fait partie de ces artistes-là, et donc pour moi c'est normal de leur faire de la pub. C'est aussi normal que des gens qui ont envie de se faire connaître, moi le premier, fassent de la pub sur des endroits où ils peuvent avoir une large audience, donc je comprends tout à fait qu'il y ait cette envie ou ce besoin de le faire. Toutefois, il faut savoir que cette pub, si elle est placée à gauche à droite dans un contexte qui n'est pas supposé être là pour ça, ça peut poser des soucis. Alors moi ce que je propose c'est que tout participant dont sa voix peut être entendue par tout le monde se présente lorsqu'ils sont présents justement pour une des parties, et à ce moment-là il pourra faire sa pub. Et c'est là que je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes. Alors j'espère que ça n'attirera pas les personnes qui seront juste là pour faire leur pub et qui partiront après coup pour pas jouer au JDR. Parce que le but c'est quand même de venir jouer, s'amuser, passer un bon moment de 2 à 3 heures par session, dans lequel justement la pub c'est en bonus, c'est pas censé être le truc majoritaire. Enfin bref. Je verrai s'il n'y a pas de l'abus de confiance. Si un jour je vois qu'il y a de l'abus de confiance, malheureusement, je devrais réfléchir à une autre solution, et je pourrais être moins indulgent vis-à-vis de ce genre de comportement. Donc, lorsque vous entrez, vous voyez, il y a différents salons qui vous sont proposés. Le premier qui vous permet de sélectionner un groupe. Le second qui vous permet de lire les différentes documentations, on va dire techniques, de règles du jeu de rôle. Et c'est les deux salons pour l'instant dont vous avez vraiment besoin pour pouvoir jouer au jeu. Et ensuite il y a le salon de réglementation du Discord que vous pouvez voir en dessous, qui reprend les différentes règles que j'ai pu vous mentionner et qui vous demande de bien vouloir les lire, un peu comme une signature d'une charte que personne ne lit jamais. Mais en tout cas c'est important que vous puissiez les lire pour comprendre enfin pas la loi, mais la réglementation et l'esprit qu'il y a derrière cette réglementation, histoire que justement on reste dans cette bonne ambiance, de façon cordiale, et qu'il n'y ait pas de personnes hiérarchiquement au-dessus des autres. Les deux derniers salons que je pourrais vous présenter, il va y avoir les temps forts qui globalement ça va être des messages automatiques envoyés par les bots qui vont vous indiquer quand est-ce que les lives vont avoir lieu, et quand est-ce que les lives vont avoir lieu, oui. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Quand est-ce que vous montez de niveau ? Parce que à chaque fois que vous allez contribuer et envoyer des messages justement pour discuter à l'intérieur même du serveur Discord, vous allez monter en niveau, et une fois que vous atteignez le niveau 10, vous allez obtenir un rôle spécial. Je me souviens plus ce qu'il y a écrit, mais je l'ai lu, oui. C'est bien. Bon, en tout cas, voilà, vous allez avoir un rôle spécial qui est celui d'élu. Et élu, ça va vous permettre d'accéder à certains avantages, notamment celui de jouer en jeu de rôle le lundi, mais aussi si jamais on a de la place parce que le groupe d'amis est assez large, pouvoir jouer avec nous un mardi ou un jeudi ou un autre jour de la semaine d'un live imprévu. En tout cas, le rôle d'élu vous donne accès au salon vocal live du Discord, sur lequel les élus peuvent discuter entre eux, se partager différentes informations, notamment concernant Foundry, et les élus pourront jouer
et contribuer sur le live. C'est un rôle temporaire qui dure pendant 10 jours, qui est obtenable d'une autre manière au travers des giveaways. Donc j'en parlerai juste après. Je vais d'abord vous parler de la sélection de groupe. Je suis un Nénus, suivez-moi, ville Manon. Donc oui, il me faut un minimum de 4 élus pour qu'une partie puisse avoir lieu. Et pour pouvoir avoir des élus, la seconde manière, c'est de participer aux giveaways qui ont lieu dans les différents groupes de statistiques qui sont présents juste ici. Donc dans sélection de groupe, vous avez le bot Carl, la petite tortue, qui a les 6 groupes représentés par des émoticônes. Donc vous sélectionnez le groupe dans lequel vous avez envie d'être, qui dépend des personnages que vous avez concrètement envie de jouer durant le JDR, ceux qui vous intéressent le plus parmi une liste que l'on va pouvoir voir dans le doc du JDR juste après. Donc vous choisissez le groupe dans lequel vous voulez être. Comme vous voyez, il y a pour l'instant juste une personne dans force, dans intelligence et dans sagesse. C'est pas assez pour pouvoir lancer une partie parce qu'il me faut au moins 4 personnes. Mais voilà. Sachez que on attend à ce que vous soyez le plus nombreux possible pour pouvoir avoir le maximum de personnes qui puissent jouer les lundis soirs aux horaires de celui auquel j'ai commencé le live. Je l'espère pas un peu en retard comme j'ai pu le faire, mais en tout cas voilà. J'espère que vous pourrez être nombreux et y participer. Pour vous aider à choisir le groupe dans lequel vous voudriez être, ce live en tout cas est là pour ça. Bonsoir Akanae, un plaisir de te réavoir parmi nous, ça fait plaisir en tout cas de savoir que tu es très souvent ici, ça fait chaud au cœur. Alors, je vais, maintenant que je vous ai présenté la manière d'accéder à un groupe au travers de ce salon, je vais vous présenter les différents groupes de personnages, enfin les différents personnages que vous pouvez retrouver dans la doc du JDR. Donc je vais pas vous redire tout ça, c'est en grande partie ce qui a été dit dans le live précédent, et la VOD est disponible sur YouTube. À moins que la question soit directement posée dans le chat, je vais directement passer aux personnages jouables. Alors, il y a un total de 6 groupes, chacun correspondant à une statistique. Il y a 3 statistiques physiques qui sont la force, la dextérité et la constitution, et 3 caractéristiques statistiques mentales qui correspondent à l'intelligence, la sagesse et le charisme. Donc chacune de ces statistiques possède 4 personnages prédéfinis. Ces 4 personnages prédéfinis ont un type de gameplay différent qui est assez différent, en tout cas dans une seule statistique, pour correspondre à une large audience. J'ai la flemme de me taper le même live que lundi dernier. Oui, je comprends. Donc pour correspondre à une plus large audience, la force va avoir donc différents personnages. J'ai essayé de faire en sorte que, enfin pas que la force d'ailleurs, toutes les statistiques vont avoir différents personnages. J'ai essayé de faire en sorte que il y ait au moins une équité entre hommes et femmes et que ça soit pas que des stéréotypes. Il y a des stéréotypes. Parce que c'est ce qui fait que c'est un peu amusant, le côté jeu de rôle, etc. Et certains justement voudront jouer ce type de personnage, mais il n'y a pas que ça. Donc j'espère que vous trouverez dans la liste que je vais vous donner les personnages qui vous correspondront le plus pour pouvoir mieux choisir votre groupe. Donc la dernière fois je vous avais présenté directement la fiche de personnage qui n'était en plus pas vérifiée suffisamment, pas validée, donc il y a eu quelques changements qui ont été faits sur ces fiches là et je suis en train de les préparer sur Foundry, donc je vais juste vous faire les résumés comme ils sont présentés ici présents devant vous. Si vous voyez pas ma caméra, c'est normal, pour l'instant elle est sur Foundry. Je vais essayer de voir si je peux vous l'afficher en coupant la source sur Foundry. Est-ce que j'ai moyen de couper la source pour que vous puissiez voir la mienne? Haha. Ça a pas l'air. Je suis désolé. Je pense que le mieux c'est que je coupe Foundry, non? Ah, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous me voyez?
Hmm. On voit plus le Discord, oui, bah oui. On voit plus ma cam non plus. Les problèmes techniques. Il est parti. Comment ça, je suis parti? Vous m'entendez plus? Ah oui. Bah c'est nickel. Attends, je vais juste couper ça du coup. Hop. Est-ce qu'il y a moyen que ma webcam fonctionne, s'il vous plaît? Elle a l'air d'être utilisée par une autre source. Ah là là, vouloir faire 36 choses en même temps, regardez ce que ça fait. On va couper ça. Hop. Ah là 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 là. Et la caméra est toujours pas là, mais c'est magnifique. Attendez. Mais... Ah, je crois que là c'est bon, la caméra est là. Est-ce que c'était important que vous me voyiez? Non, je pense pas, mais voilà, c'est bon pour l'ego. J'ai baisé ton OBS. Oui, bah nickel, super. J'ai tout réglé, j'ai tout supprimé, c'est super. Ah là là. Bon, reprenons. Alors, Brin. Brin, c'est l'étoile du Nord. Je l'avais présenté un petit peu comme une Valkyrie avec cheveux blonds, yeux bleus, tout ce que vous voulez. Ça va être le personnage qui va faire des dégâts radiants en grande majorité. Il y a 3 personnages qui font des dégâts radiants, mais elle en fait en particulier. Ce que j'ai changé au niveau des dégâts radiants que l'on peut retrouver dans Donjons et Dragons, c'est que les dégâts radiants du coup sont toujours divisés par 2, sauf contre un type de cible particulier, qui sont les cibles corrompues. Qui est un état qui est soit naturel chez certaines créatures, comme les morts vivants, comme les démons, enfin voilà, mais qui peut être attribué à certaines créatures, notamment dans certains kits comme celui de Hildegarde. Donc il y a certains personnages qui vont avoir des combos qui sont intéressants ensemble, et il est intéressant que les personnes qui ont le rôle d'élu justement discutent entre elles pour savoir quels seraient les meilleurs personnages à envoyer en quête ensemble pour pouvoir faire l'aventure, le scénario prévu pour la séance. Alors pour l'instant, il n'y a qu'un seul scénario sur lequel je suis en train de travailler, mais à chaque fois que j'aurai un peu de temps, je travaillerai des scénarios différents, histoire que chacun d'entre eux puisse avancer. Donc chaque personnage possède son propre background, son propre scénario un peu caché. Tout le monde va pouvoir jouer le personnage comme il l'entend, c'est pour ça que c'est très vague et volontaire que les personnages n'aient pas un lore développé. C'est même intéressant de voir si la communauté va pouvoir développer les différents lores des différents personnages. Donc à ça, j'ai assez hâte de voir si les personnages déjà vous plaisent, pour que vous puissiez travailler un petit peu dessus avec moi. Et puis après, il y a un lore par contre qui n'a rien à voir avec les personnages, qui est beaucoup plus global, qui concerne on va dire plutôt les ennemis, qui lui est totalement secret. Il y a des fois où vous allez faire des missions sans même vous rendre compte que ce lore est présent. Donc il y en a qui vont avoir pour objectif de le chercher, qui vont trouver des indices, ou qui vont faire des théories, et ça va vous permettre d'avancer comme ça avec les personnages à mesure que le live va évoluer. Pour se moquer de toi, c'est mieux d'avoir ta tronche. Oui, c'est vrai. Si tu veux, je peux t'écrire quelques scénarios one-shot si tu veux. C'est un truc que je fais quand même de temps en temps. Bah ouais, mais si tu fais ça, tu peux plus être joueur. Bah ouais. Non, mais j'ai déjà énormément d'idées et je sais déjà comment je vais faire le scénario global aussi. Enfin, c'est vraiment pas un souci. Là, pour l'instant, mon souci est plutôt technique. Par exemple, pour Foundry, j'ai dû quand même chercher un moyen de rapidement vous présenter les caméras possibles sur le logiciel. Mais voilà, c'est un souci technique qui peut-être me prendra une semaine de travail pour pouvoir répondre aux exigences de la sécurité web, pour que vous puissiez depuis votre navigateur en fait tout simplement jouer sur mon PC, sur le logiciel qui vous permettra de rouler des dés, de voir les caméras, de discuter en vocal, de jouer le rôle en fait. Donc j'ai plusieurs modes aussi à installer pour pouvoir avoir une meilleure ambiance, que ce soit de combat, plus visuel,
Donc je demanderai à quelqu'un qui s'y connaît sur Foundry pour pouvoir m'aider, et je sais à qui m'adresser. Donc voilà, ça c'est la petite aparté. Donc je reviens sur Brynn. Alors, Brynn a été équilibrée entre tank et dégâts, elle est très résistante, c'est le paladin on va dire classique, loyal bon que certains peuvent connaître. Elle est aisément, enfin elle est, pardon, elle amplifie ses coups critiques avec des dégâts radiants, donc ceux que je vous ai présentés. À chaque fois qu'elle va faire un coup critique, elle va avoir un bonus qui est appliqué en termes de dégâts radiants, mais c'est des dégâts qui sont réduits, sauf sur cible corrompue. Brynn, c'est un très bon choix face à des cibles corrompues, comme vous pouvez le lire, et on va pouvoir passer à George assez rapidement. Que George, c'est le tank en fait que l'on peut retrouver dans World of Warcraft, celui qui est capable de provoquer les créatures qui sont autour de lui. Donc il peut provoquer à 3 cases autour de lui. Est-ce que un fond vert, normalement vu que c'est web, tel ça passe, mais ça doit pas être plus pratique. Alors sur téléphone, je sais pas du tout si Foundry passera sur téléphone, j'ai pas essayé. Mais j'avoue que j'essaierai pour regarder si ça fonctionne, on va dire. Même les vocaux, je pense pas que ça soit terrible via téléphone. Mais voilà, s'il y a des joueurs qui... on voit que ça passe à peu près. Pour des problèmes techniques, des fois je pourrais dire ouais en fait ça va pas le faire, mais on en discutera quand la personne devient élue en fait, sur comment est-ce que celle-ci pourra jouer, si elle peut jouer en tout cas, où on lui attribuera un poste particulier, plus de mascotte, je sais pas, on verra ce qu'on peut faire pour les personnes qui justement ont des soucis techniques du genre. Donc oui, George, je disais, c'est le tank qui est capable d'attirer toutes les personnes adverses autour de lui. Donc à 3 cases autour de lui, il est capable de rameuter la meute de gobelins pour que celle-ci vienne le taper lui plutôt que ses camarades. Donc c'est plutôt pratique, sauf que bon bah ça vient avec le risque qui est celui de la provocation. Heureusement pour George, il a cette capacité à réduire les dégâts de toute cible provoquée, ce qui en fait un excellent tank. C'est un nain, mais dans Donjons et Dragons, les nains ne sont pas de taille petite, ils sont de taille moyenne, normale, et donc en fait ils sont juste plutôt larges que hauts. Donc ils font 1m60, environ 1m60, souvent un peu moins, mais ils sont vraiment très larges. Donc c'est pas les nains comme on peut les entendre au sens petit, mais c'est les nains dans le sens Tolkien. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, c'est une espèce de créature comme les humains. C'est un humanoïde, hein, tout simplement, qui a la forme carrée d'épaule. Il est capable d'utiliser ses adversaires pour frapper d'autres adversaires. Pour le côté un peu humoristique, et créer des grands piliers qui permettent de protéger ses alliés et de maintenir enfermés ses adversaires. Ensuite on a Kevin. Donc Kevin c'est un barbare, un demi-orc qui adore les fleurs, qui est passionné de la nature. Il n'a pas forcément beaucoup de mots de vocabulaire, mais c'est quelqu'un de très sympathique. Alors les demi-orcs, ils ont cette particularité d'avoir la peau rouge, d'être très grands, très musclés surtout. C'est pour ça qu'ils sont très régulièrement des barbares. Ils ont des grandes défenses au niveau des canines inférieures. En fait, leurs canines inférieures, c'est des défenses qui remontent jusqu'à leurs joues. Et c'est des créatures qui sont souvent rejetées par la société parce qu'ils sont issus souvent de la traite esclavagiste. Enfin, ils sont souvent justement barbares parce que ils sont pas plus acceptés que ça par la société, ce qui ne leur laisse pas vraiment le choix quant à leur carrière. Ils sont souvent du coup des aventuriers ou des guerriers de grands chemins, voire même des bandits. Donc j'ai pas envie non plus de faire une explication sur pourquoi dans le jeu de rôle les espèces entre elles sont pas forcément cordiales pour le dire gentiment, mais en tout cas oui, les espèces ont des cultures, des traditions, elles ont des stéréotypes entre elles, et ça fait travailler un peu la réflexion sur la vision que les gens peuvent avoir, que ce soit de vous en tant que personnage, ou de vous en tant que joueur qui est en train de RP le personnage. Et
quand de loin on voit arriver un demi-orc qui fait 2 mètres, voire un peu plus, avec tous ses muscles et puis le danger qu'il peut représenter, ça n'est pas comme voir un être humain. Et ça a été une longue discussion avec Hasbro sur l'acceptation, les différences entre les espèces, etc. Surtout aujourd'hui en 2026, qui est un sujet qui est aussi touchy que passionnant. Alors, ensuite, on a Ursule, qui elle aussi est dans la force, qui elle va plutôt faire plaisir à la communauté qui apprécie les mélanges entre humains et animaux. Parce que Ursule, en fait, est une demi-louve, demi-elfe qui a la particularité de pouvoir se transformer une fois qu'elle a atteint un certain nombre de phases. C'est probablement un des kits les plus durs à jouer parce qu'il faut considérer énormément de points du jeu qui sont assez complexes. Donc c'est plutôt pour ceux qui aiment rester actifs en jeu, qui aiment voilà, jouer avec les règles un petit peu et jouer avec le jeu. Donc elle fait partie forcément des plus forts, mais aussi des plus durs à jouer. Donc c'est des personnes, je conseille en tout cas à ces personnes-là qui jouent Ursule, de faire très attention à ça et de ne pas, d'être assez confiant en fait dans leur connaissance des règles pour pouvoir la jouer. Donc comme vous pouvez voir sur George et sur Ursule, il y a entre parenthèses une autre stat qui est mise. Ça veut dire que en fait il y a un conflit entre ces deux stats, c'est volontaire. C'est-à-dire que si par exemple George est pris par l'élu force et qu'il joue avec un autre élu constitution, il faut que les deux se mettent d'accord pour que l'un des deux joue George, si toutefois l'un des deux veut jouer George. Mais c'est surtout, voilà, si jamais l'idée est que les deux ont envie de le jouer, faut qu'ils trouvent un accord entre eux pour pouvoir ou non le jouer. Alors, ça c'est pour les forges. Ensuite il y a David. Alors David lui c'est l'éclaireur assez classique, c'est le scout. Il a pour objectif de voir tous les invisibles. Il voit les pièges, il voit les passages secrets. Donc c'est un couteau suisse assez utile, mais il n'a pas énormément de fonctions de combat, même si il a une très grande utilité avec ses entraves qu'il peut appliquer. Donc il peut être en combat assez frustrant à jouer parce que l'entrave peut être résistée au travers de la ténacité qui est une stat que je vous ai présentée dans le dernier live. Mais voilà, il n'a pas plus de dégâts que ça non plus, donc c'est surtout un héros RP qui se joue autour du respect d'autrui, de la nature. Voilà. Pour David. Ensuite on a Fuka. Alors Fuka, elle va être beaucoup plus fun à jouer, un peu comme Ursule, assez compliqué parce que le kit est très complet, il est très gros, mais en tout cas elle se déplace dans tous les sens, donc c'est une liberté de mouvement phénoménale, elle a plusieurs attaques, donc on a vraiment l'impression de faire quelque chose en combat, et elle est un moine, donc je sais pas après comment vous appréciez les moines, mais en tout cas c'est la seule moine qui est présente dans le kit de personnage. Elle est partagée avec les membres de la sagesse, de la stat sagesse, et elle a cette atmosphère, on va dire, moine Shaolin, qui peut plaire comme ça peut déplaire, mais en tout cas j'ai hâte de voir les différents RP qu'il pourra y avoir la concernant, sur elle et son atmosphère. Ensuite on a Jack qui lui est un alphelin. Donc je précise pas quand c'est des humains parce qu'il y a une grande majorité d'humains, le monde est constitué en grande majorité d'humains, que ce soit dans Faerun pour Donjons et Dragons ou même dans l'univers que je vous présente de celui de la guilde. Donc Jack, c'est un alphelin et c'est un roublard. Les roublards ne sont pas nécessairement des criminels et Jack a peut-être fait quelques crimes, mais il ne suivait que des quêtes, qui répondaient en fait à son talent très particulier de savoir se faufiler discrètement et récupérer des informations, des documents, des trésors, qu'il aime beaucoup les trésors. Bref, c'est un alphelin, donc il adore en fait se faire des amis, rencontrer des gens, il est toujours très enjoué, mais il adore par-dessus tout l'aventure et les trésors qui peuvent être trouvés durant les aventures, et ça lui a donné cette carrière toute tracée de roublard. Sa capacité à Jack, c'est de pouvoir, une fois par séance, faire de très très lourds dégâts à une seule cible.
Et cette capacité-là, du coup, qui est son ultime, ça va aussi avec le reste de son kit. Il y a une partie qui lui permet de maximiser ses dégâts, qui sont des dégâts non réductibles, et une autre partie qui lui permet de faire des dégâts non réductibles lorsqu'il est caché. Donc souvent, il va vouloir se cacher. Heureusement, c'est un alphelin, donc il est de petite taille. Donc les alphelins font 1m20 à tout casser. Ce qui lui permet de se cacher derrière ses alliés, notamment les plus grands, tels Kevin, par exemple, de Mihawk. Donc dès qu'il est à côté d'un allié, il peut faire une action pour se cacher et utiliser sa capacité pour faire de très lourds dégâts à ses adversaires. C'est quelqu'un qui va faire attention à son positionnement, au positionnement de ses alliés. C'est assez intéressant à jouer et c'est un anti-boss assez classique. En plus d'être un roublard qui peut ouvrir des serrures, chercher des trésors, au même titre que David, un peu moins fort, mais voilà, qui je l'espère sera intéressant. Puis on a Marie qui est partagée avec l'intelligence. Alors Marie c'est une artificière. Il y a plusieurs types d'artificiers. Moi je suis resté sur artificier mécanique et artificier alchimiste. Donc Marie, on va dire que c'est la plus saine d'esprit parmi les deux artificiers. C'est celle qui va utiliser une arme qui est de sa construction, qui est un fusil dans lequel elle peut mettre des munitions qui vont avoir des dégâts de son choix, foudre, des dégâts de feu ou des dégâts de froid. Elle peut séparer son arme en deux pour faire deux colts qui tirent moins loin, mais qui lui permettent d'appliquer des dégâts supplémentaires plus rapidement, plus efficacement, s'il y a besoin de tirer plusieurs fois sur la cible. Donc voilà, pour ce qui est de Marie, elle est un peu touche à tout, elle a énormément de capacités, même hors combat, qui lui permettent d'être un personnage qui normalement est assez sympa à jouer, toujours un bon choix en réalité. Georges, on l'a déjà vu qu'il est partagé avec la force, donc je ne reviendrai pas sur lui, mais on arrive sur le groupe de statistiques Constitution. Donc dans la Constitution, on a aussi Opal, qui est une elfe qui a été virée de son bosquet pour des besoins capitalistiques d'exploitation minière. Et afin de pouvoir sauver son bosquet, ou du moins ce qu'il en restera, elle a rejoint la guilde pour pouvoir avoir suffisamment d'argent. Donc Opal, c'est le druide un peu classique avec son bâton, qui sort de la forêt et qui va utiliser les ronces et les épines pour pouvoir entraver ses adversaires, mais aussi leur faire des dégâts au travers des différentes entraves qui peuvent avoir lieu. Donc si elle est par exemple avec David, elle pourra utiliser les entraves de David pour faire des dégâts perçants supplémentaires. Et pareil, l'entrave peut être appliquée avec des dégâts de froid sur une créature humidifiée. Donc elle va toujours bien s'entendre avec les personnes qui utilisent les dégâts de froid, si vous avez des moyens d'humidifier vos cibles. Donc elle est très basée sur le contrôle, elle est plutôt résistante aux dégâts. Et je l'espère, elle sera aussi intéressante à jouer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'elfes. Donc elle a une très longue longévité, elle a vécu très longtemps, donc elle a beaucoup d'expérience. Mais de cette expérience et de cette longue vie, un peu comme vous pouvez l'imaginer avec Frieren, ça va être extrêmement lent de la jouer. C'est-à-dire qu'elle est toujours assez lente quand elle parle, quand elle prend des décisions. Elle est plus que patiente, donc ça peut créer quelques animosités avec ceux justement qui sont impatients. Et ça c'est un autre détail auquel il faudra faire attention, c'est que chacun des personnages va avoir des types de comportements ou des choses qu'il aime, et des choses qu'il déteste aussi, et des types de comportements qu'il déteste, et c'est des choses que je demanderai de bien vouloir jouer. Et si c'est pas suffisamment joué, c'est moi en tant que MJ qui dirais, bah là à ce moment-là, ça va directement à l'encontre de l'un de tes principes, donc fais un jet de résilience pour ne pas te vexer, pour ne pas entrer en colère contre la personne qui a exercé telle ou telle défiance à ton égard. Si c'est assez clair. Mais en tout cas, voilà, j'en profite pour parler de ça avec Opal, parce que Quentin, il y a énormément de choses qui peuvent ne pas aller avec le groupe. C'est le personnage Quentin qui a le plus de défauts, on va dire, qui font qu'il est très peu apprécié, que ce soit dans la guilde ou de façon générale dans le monde. Concrètement, c'est un alchimiste, c'est un artificier alchimiste qui utilise des infusions qu'il s'injecte
pour pouvoir utiliser des machines qui sont liées directement à son corps. Donc c'est du transhumanisme à proprement parler, Quentin. Et il utilise ces différentes infusions pour aussi donner des boosts à ses alliés au travers de vapeurs qui peuvent être jugées plus ou moins toxiques, mais en tout cas qui ne manquent pas de lui faire plaisir. Donc il va toujours au maximum de ses capacités pour booster sa vitesse. Donc il a le palpitant très rapide, il a le cœur qui bat toujours à 100 à l'heure, mais ça ne semble pas le déranger. Faut savoir que une case de déplacement dans le jeu de rôle de Donjons et Dragons, ça correspond à 1m50 à peu près, c'est 5 pieds. Donc on fonctionne souvent en pieds, on dit 5 pieds pour une case. Et lui, il peut aller jusqu'à 11 cases de déplacement. Donc par tour, techniquement, on estime que dans les 6 secondes, le personnage peut se déplacer de 6 cases. Donc ce qui correspond à peu près à 9 mètres. Mais lui, il peut se déplacer de presque le double de ça. C'est-à-dire, voilà. Il va plutôt vite, le petit coco. Qu'est-ce qu'il a d'autre, Quentin? Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur lui. Après, le reste du kit, vous le verrez une fois que j'aurai terminé, ne serait-ce que sur Foundry, de le mettre en place. C'est un tabaxi, c'est ça. Ça aurait pu, mais j'ai pas voulu mettre tant d'espèces que ça qui viennent de Donjons et Dragons, parce que le but c'est pas non plus de copier-coller Donjons et Dragons, c'est de reprendre certaines espèces qui peuvent être retrouvées dans cet univers-là, mais dans d'autres... Parce que les alphelins dans Seigneur des Anneaux, c'est les hobbits. Les tabaxis, j'en ai pas tant vu. Les tabaxis, tu les vois dans Skyrim, avec les marchands Khajiit. Ou dans Dofus avec les Ekaflips, mais oui, voilà. Enfin, dans les constitutions, il y a Sigurd. Donc Sigurd qui ne veut pas dire que vous avez 6 outres, mais qui est une personne à part entière, qui, avec son nom, vous l'imaginez, est lié à Brynn. Il vient aussi du Nord, c'est un grand guerrier du Nord, c'est un barbare, qui est présent pour être le garde de Brynn, mais sur le papier seulement, parce qu'en réalité, lui, ce qu'il aime, c'est faire la fête et être loin des ordres de son chef. Donc il s'est proposé en tant que très bon guerrier pour pouvoir protéger la fille du chef pendant qu'elle était partie pour pouvoir faire ses preuves, sauf qu'en fait il veut juste profiter du bon temps à la guilde, donc de l'argent et des femmes qu'il pourrait trouver et réussir à séduire malgré son côté très peu séducteur. Ma blague est nulle. Alors je sais pas quelle blague, mais de rien. Ah, pour l'outre. Oui, j'avoue que c'était recherché. Donc Sigurd, par contre, il va avoir, comme tout barbare qui est appréciable, il va avoir cette capacité de combat très élevée, qui va être plutôt tourné autour du froid. Là où Kevin est tourné autour des coups critiques et de très gros dégâts, Sigurd, lui, va être tourné autour du froid et du contrôle qui peut arriver avec le froid. Il va avoir des capacités qui lui permettent de régénérer sa vie et d'attirer certaines cibles corps à corps. Donc il fait lui aussi très mal, moins que Kevin lorsqu'il s'y met, mais en tout cas, c'est le personnage Constitution, je pense, qui peut en attirer plus d'un. Et comme vous voyez, il y a de très grandes différences dans les personnages Constitution qui font, je l'espère, que ces personnages vont quand même attirer certaines personnes. Parce que pour l'instant, j'en entends qui veulent jouer Fuka Panda pour la sagesse, d'autres qui veulent jouer Kevin pour le côté justement sentimental même d'un barbare. Mais voilà, je n'ai pas encore eu de retour sur les personnages de Constitution, donc j'espère que j'en aurai. Et si finalement je vois qu'il y a une stat qui est moins jouée qu'une autre, je me dirais que peut-être que ces personnages-là sont moins intéressants et j'essaierai de voir si je peux en modifier certaines places. J'espère que j'aurai pas à le faire parce que c'est beaucoup de travail. Mais en tout cas, voilà pour la constitution. Alors l'intelligence, donc on arrive sur les stats mentales. Donc les stats mentales, je pense que ça va être souvent là où il y aura le plus de monde. Parce que c'est là où il y a vraiment quelque chose à faire d'intéressant des personnages de façon RP. Parce qu'ils ne sont pas que muscles.
Bon, comme vous avez vu, il y a eu du travail quand même de recherche pour essayer de faire en sorte que ce soit pas le cas sur les stats physiques. Mais là, on arrive vraiment sur des personnages qui, moi, en tout cas, m'ont fait le plus plaisir à écrire, peut-être parce que c'est des personnages qui me correspondent le mieux. Donc on va commencer par Cléa. Donc Cléa, c'est une érudite magicienne de feu qui correspond un peu au style de magicien que pourrait jouer Bob Lennon, tellement en fait elle est basée que sur ça. Son objectif, c'est d'accumuler des dégâts de brûlure sur ses cibles, aussi nombreuses soient-elles, et de faire en sorte que ces dégâts de brûlure soient maximisés comme elle le peut. Donc voilà, c'est un kit assez simple à jouer qui est basé sur les dots. Donc les dots, c'est damage on time, donc des dégâts sur la durée. Au-delà de ça, de façon RP, son objectif, ça va être de se cultiver, de lire des livres, de s'informer, de lire des langues complexes. Voilà, ça va être le magicien assez classique que l'on retrouve dans les groupes, dont l'objectif est d'accumuler de la connaissance. Marie, on l'a déjà vue, elle est aussi présente ici parce que voilà, elle est partagée avec la dextérité. Ensuite, on a Nick. Nick, lui, ça va être le seul personnage qui peut à volonté se transformer entre sa forme humanoïde et sa forme de corbeau. Là où Ursule doit accumuler un certain nombre de phases pour pouvoir se transformer une seule fois dans la partie, Nick, lui, va pouvoir garder sa forme de corbeau autant de temps qu'il le souhaite. Et en étant corbeau, il gagne des capacités différentes de quand il est humain. Des capacités qui lui permettent d'attaquer notamment sournoisement ou de réagir à ce que l'adversaire fait. Donc il peut renvoyer un sort adverse, aussi puissant soit-il, avec son ultime. Il peut prendre le contrôle d'un adversaire et réduire ses HP sans que cet adversaire n'ait à faire de jet concernant la réduction de ses HP. Par contre, pour la prise de contrôle, évidemment, l'adversaire devra faire un jet de résilience. Et en plus de ça, Nick va avoir cette capacité à faire des dégâts plutôt intéressants. Tout en étant un corbeau, donc il peut voler et il peut voir mieux que n'importe qui d'autre de par ses yeux d'animal qu'est le corbeau. Que dire sur Nick? Nick, c'est un occultiste. Donc il y a 2 occultistes au total dans l'aventure, et Nick est un occultiste tourné intelligence qui n'a pas eu de chance. Un jour il s'est fait capturer et il a été utilisé pour des expériences faites par un culte particulier. Il a réussi à s'échapper, mais un démon sommeille encore en lui dont il ignore absolument tout, et ce démon est responsable quelque part de sa transformation en corbeau. Nick n'est pas un renard, choqué, déçu, sniff. Non, Nick n'est pas un renard. Bon, en même temps, on a déjà Ursule comme louve. Je voulais pas faire non plus 36 canidés, quoi. Et enfin, dans l'intelligence, on a Thérèse. Thérèse qui se nomme l'ascenseur pour le jeu de mots. Et jeu de mots que je trouve que Scipion dira qu'il est nul parce qu'il aime pas ce genre de jeu de mots. Mais bref, c'est une dame d'église qui a fini par devenir une aventurière suite à différentes péripéties qui ont pu avoir lieu, et elle est capable de soigner comme Hildegarde qu'on verra après, mais elle a des soins qui sont plutôt basés autour des boucliers. Oui, c'est nul. Merci de ta confirmation. Elle a des soins qui sont basés autour des boucliers. Donc une fois qu'une cible par exemple va avoir ses points de vie qui sont maximisés, elle peut toujours continuer de la soigner pour pouvoir lui donner des boucliers supplémentaires. Si n'importe quelle cible, que ce soit un allié ou un ennemi, se retrouve avec des HP perdus 3 fois par séance, elle est capable de faire en sorte que les HP perdus deviennent un bouclier. Et ça peut avoir une synergie très particulière avec notamment David et son ultime, qui peut répartir les HP de tout le monde comme il le souhaite, ou alors d'autres personnages qui peuvent jouer sur les boucliers. Ça me vient pas à la tête là pour l'instant, mais enfin voilà. Donc Thérèse a aussi une autre particularité, c'est que les alliés considèrent pas les boucliers ennemis comme efficients. Donc les alliés peuvent taper les HP directement en ignorant les boucliers adverses. Donc dans certaines situations, Thérèse peut devenir vraiment très intéressante si vous affrontez des ennemis qui, eux, ont des boucliers régulièrement, ou qui font partie de la mécanique de boss du scénario. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez ne pas savoir. Perdre un scénario, si vous mourrez avec les personnages et que vous perdez un scénario, c'est pas la fin du monde, parce que le personnage en fait va être ressuscité à la guilde, et le scénario va
pouvoir être refait par d'autres joueurs, en fait. Donc c'est pas si grave. Et ça permet aussi de voir le boss qu'il y a eu durant ce scénario et de se préparer en conséquence. Donc ça permet de métagamer, qui est quelque chose qui normalement n'est pas possible dans le jeu de rôle, mais qui je trouve pour un show comme ici sur Twitch peut être assez intéressant. Des gens qui auront vu la carte, qui se seront dit attends, ce scénario là, ça serait bien de le refaire parce que je trouve qu'il y a des indices qui sont intéressants sur le scénario global, donc je le referai bien. Donc voilà, il n'y a pas comme dans une grande campagne de repères spatio-temporels, les scénarios en fait vont être des instances. Et vous pourrez faire un scénario qui a déjà été fait, que ce soit parce qu'il vous a plu, ou parce que vous voudriez en voir plus, parce qu'il y a une partie de la map que vous n'avez pas visité, parce qu'il y a un indice que la communauté voudrait avoir de très particulier qui correspond à ce scénario. Mais le plus important, c'est que vous restiez toujours dans le rôle de vos personnages. Ça va être le point le plus important à chaque fois. Alors, ceci étant dit, maintenant je vais passer au personnage sagesse. Fuka, on l'a vu, c'est la seule moine, elle est partagée avec la dextérité. Hildegarde, je vous en ai parlé avec Thérèse, elle a une particularité par rapport à Thérèse, c'est qu'elle peut soigner 2 fois. Ça ne change pas grand chose concrètement par rapport à Thérèse qui est capable de overheal avec des boucliers, mais par contre elle fait ça à la place de son action d'attaque et elle peut faire plein d'autres choses comme faire en sorte que des cibles qui sont à son corps à corps deviennent des cibles corrompues. C'est la seule qui est capable de faire ça, et elle a un ultime qui permet de soigner en zone tous ses alliés de façon très forte, et en plus de taper en zone des ennemis qui resteraient, surtout s'ils sont corrompus. Donc c'est un personnage qui de base sera très fort contre des cibles corrompues, parce que les soins radiants font des dégâts aux cibles corrompues. C'est quelque chose que j'ai pas mis dans les règles, que j'ai pas dites, mais à partir du moment où vous voyez qu'il y a marqué radiant, que ce soit un soin, une attaque, ça fera des dégâts à une cible corrompue qui seront non réduits. Alors, que dit Scipion? Scipion dit, compris les enfants, si vous êtes nuls, les gens après pourraient essayer de l'être moins. D'accord, j'ai du mal avec ton français, je crois. Donc ensuite, après Hildegarde, qui elle est un personnage, on va dire, plutôt classique, de infirmière, soigneuse. Bon, certains personnages, j'ai présenté leur côté RP. Elle, je pense, j'ai pas trop besoin de l'expliquer. En gros, elle est là pour la protection, la défense des personnes. Pour creuser un petit peu plus son lore et son background, je vous inviterai à les lire plus tard. Donc Panda. Panda est un panda de race panda. Il ne parle pas spécialement. C'est à la communauté de décider s'il est capable de parler, de dire des mots ou de juste utiliser des sons particuliers. En tout cas, ce que l'on sait de lui, c'est que c'est potentiellement un druide qui est resté bloqué dans cette forme et que ce qu'il représente, c'est la flemme. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est manger, boire, dormir. Et par contre, il s'avère que lorsqu'il est appelé à combattre en dehors de la guilde, il est présent et plutôt actif. Donc il reste pour son quotidien, en tout cas, et pour ses revenus qui lui permettent d'avoir la vie de pacha qu'il rêve. Il est capable de faire le maximum qu'il est capable de faire. J'avais bien joué Panda parce que Panda, le mien c'est d'être Panda, oui. Donc Panda, il a un kit utilitaire principalement qui a quand même pas mal de dégâts. C'est-à-dire que au début de son tour, il va lancer un des 20 qui va lui dire s'il fait un 1, tu vas rien faire de ce tour-là. Tu vas passer ton tour parce que je sais pas si vous connaissez Monaflémite dans Pokémon, mais voilà, il a la flemme et donc il va rien faire de ce tour-là. En contrepartie, il va donner une capacité de 3 fois par séance. Il va en donner une à l'allié de son choix pour avoir passé son tour, ce qui peut être extrêmement fort, attention. Mais s'il joue son tour, il a la possibilité d'attaquer 3 fois, 2 fois avec son attaque normale et 1 fois avec sa magie. Tous les personnages ont une attaque et une magie.
L'attaque qui va être plutôt des dégâts physiques la plupart du temps, et la magie qui va avoir des types de dégâts particuliers qui peuvent être la faiblesse d'une créature ou des dégâts non réductibles comme des dégâts sournois, dégâts radiants, voilà. Mais chaque personnage va avoir qu'une seule attaque magie qui fait un type de dégâts. Ça va être rare que les personnages puissent choisir leur type de dégâts, comme par exemple Marie qui fait des attaques magie et qui choisit son type de dégâts. Donc pour ces personnages qui sont assez particuliers, il y aura des fonctions de Foundry qu'il va falloir que je leur explique si jamais ils sélectionnent ce personnage là. Mais ça devrait pas être trop dur. Je l'espère en tout cas. J'espère que c'est pas trop dur et que j'en ai pas trop perdu pour l'instant. Pour revenir sur Panda, son ultime lui permet de regrouper tout le monde d'un coup sur lui et de les déposer où il souhaite sur la map, tout en leur donnant un avantage à leur prochaine attaque. Donc un peu inspiré du Pandawan dans... du Pandawan, ouais c'est ça, ça doit être Pandawan dans Dofus, pour tout ce qui est les capacités de placement. Panda en fait est peut-être un peu frustrant à jouer au début en combat si jamais vous avez pas de chance, mais il est plus tourné vers l'utilitaire, l'aide à ses alliés que le combat, les dégâts lui-même. Sa capacité de 3 fois par séance lui permet justement de rouler un 1 exprès sur son début de tour, mais d'avoir la capacité de paralyser sans que l'adversaire puisse faire de jet de ténacité une personne sur laquelle il s'écroule, tout simplement pour dormir. Ursule on l'a déjà vu, la louve qui est partagée avec la force, et donc on va arriver à la stat charisme qui a 4 personnages uniques. Je crois que c'est la seule stat qui partage pas de personnages. C'est le cas, oui. C'est la seule stat qui partage pas de personnages, mais c'est aussi parce que le charisme n'est pas forcément la stat, je pense, qui est la plus intéressante, la plus attrayante, je dirais. Donc j'ai créé 4 personnages uniques pour ce qui est du charisme, et j'espère que va quand même y avoir des gens qui vont jouer le charisme, mais après c'est ce que moi je pense, c'est mon ressenti. Ça se trouve j'ai complètement tort et puis il y aura trop de personnes qui seront sur le charisme. Prove me wrong. Donc parmi les personnages de charisme, on va avoir Elliot qui est un troubadour, donc la classe est Bard, qui est forcément utilitaire, qui joue sur un modificateur de chance. Donc la chance, il va la donner à tous ses alliés, pas à lui, mais à tous ses alliés il va donner un modificateur de chance, qui fait qu'à chaque fois que les alliés vont rater un jet, ils vont gagner plus 1 à leur prochain jet. Et dès qu'ils réussissent leur jet, le modificateur retombe à 0. Voilà, ça c'est comme ça qu'il va se jouer. Son ultime va lui permettre de garder ce modificateur à 3. Il va falloir à chaque fois au début de ses tours qu'il fasse un jet de résilience pour pouvoir continuer de jouer. Et donc conserver ce modificateur à 3 même quand les alliés réussissent. Et voilà, en fait, comme c'est un barde, c'est quelqu'un qui est plutôt tourné vers la personne. Il va énormément aimer discuter, partager des choses, des aventures, un peu comme le barde dans le Witcher, notamment. Et évidemment, si les gens aiment jouer les bardes séducteurs, il peut très bien essayer de draguer. Mais je ne pense pas, personnellement, par rapport à son lore, que Elliot soit tourné vers la drague. Et je trouverais ça bien justement que l'on fasse un peu de respect par rapport à la profession et à la difficulté artistique que d'être un barde, sans l'obliger à être un séducteur ou à chanter. C'est pas parce que quelqu'un va prendre Elliot qu'il va être obligé de chanter ou jouer de la musique. Mais même si, pour le show, ça serait vraiment cool que des guitaristes, pour le coup, se mettent à choisir Elliot pour pouvoir jouer du luth ou de la guitare. Mais ça ne sera pas demandé de façon obligatoire. C'est purement optionnel et je mets un point d'honneur à ce que ça le soit, quoi. Ensuite, dans les personnages charisme, on a Isis qui, elle, est la seule ensorceleuse. Donc les ensorceleurs, ils font de la magie par héritage. Donc il y a 2 types d'ensorceleurs qui existent dans la version 5e de Donjons et Dragons. Il y a l'héritage draconique, pour pouvoir mettre des dragons dans Donjons et Dragons qui n'a ni donjon et plus beaucoup de dragons.
Comme il y a eu énormément en fait de réduction de dragons dans les scénarios et de donjons, et bah ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis ça dans les personnages principaux quoi. Donc va y avoir des types d'espèces qui sont tournées autour des dragons, comme les kobolds ou les dragonborn, ça c'est dans le Donjon et Dragon 5e. Voilà, sinon va y avoir les héritages comme les héritages draconiques. Mais voilà, c'est un peu confus, donc j'ai pas mis d'héritage draconique, j'ai mis par contre le second ensorceleur existant qui est l'ensorceleur du chaos. Et l'ensorceleur du chaos, il a cette particularité de pas trop savoir ce qu'il fait avec sa magie, mais d'aimer ça et de pouvoir maîtriser ce chaos dans certaines conditions. Donc maîtriser le chaos, je sais, c'est deux antonymes, c'est difficile de maîtriser quelque chose qui est immaîtrisable et qui fait des choses aléatoires, mais c'est le concept. Tu sais que ça fait des choses mal, mais t'arrives à utiliser ces choses mal pour que ça fasse quelque chose que t'as envie que ça fasse. Bon, concrètement, pour Isis, ça se traduit avec la capacité de faire des dégâts aléatoires. Donc, elle va lancer un D6 avant de faire ses dégâts, et ce D6 va définir le type de dégâts de ses dégâts. Et elle va avoir la capacité de pouvoir changer la magie autour d'elle grâce à ce qu'on appelle de la métamagie. Donc, son premier tour de jeu, elle va lancer un D4. Ce D4 va lui donner un nombre de fois où la compétence magie est utilisée, que ce soit par les ennemis ou par des alliés. Et une fois que ce nombre est atteint, elle va gagner un point de métamagie qu'elle va pouvoir utiliser pour pouvoir modifier les sorts. Elle va relancer un D4 pour savoir combien de magie doivent être utilisées pour qu'elle puisse regagner un point de métamagie. Et 3 fois par séance, elle peut se faire gagner un point de métamagie. Et une fois par séance, elle peut aussi donner des points de métamagie à ses alliés comme à elle. Enfin voilà. Cette métamagie, elle peut l'utiliser de plusieurs manières, qui vont avec son imagination, qui permettent de modifier un sort qui est lancé. À partir du moment où quelqu'un utilise magie comme compétence, ou alors qu'il utilise une capacité qui utilise des dégâts magiques, donc qui ne sont pas attribués à des dégâts physiques comme perçant, tranchant, contondant, eh bien elle va pouvoir modifier le sort de telle sorte à ce qu'il tape en zone, que la zone soit un peu plus grande, qu'il fasse plus de dégâts, et à chaque fois qu'il y aura une petite modification qui sera faite, mais je dis bien petite modification qui sera faite, eh bien elle utilisera un point de métamagie. Donc elle peut utiliser tous ses points d'un coup, comme elle peut en utiliser qu'un, enfin voilà. Donc elle va stocker de la métamagie, c'est sûr, mais après c'est la personne qui la joue de pouvoir gérer l'économie de sa métamagie comme elle est vue. Autre chose, évidemment, il y a des personnes qui vont se dire je vais pouvoir abuser et hors combat on va utiliser de la magie pour pouvoir accumuler de la métamagie jusqu'à l'infini. Petit malin. Sauf que le MJ il dit que non. Hors combat, tu peux pas. Ça voudrait dire que en fait, tu utilises ta magie sur des créatures qui te sont hostiles. Pour que, justement, la métamagie puisse être créée et éviter les abus. Et je ferai attention si jamais je vois qu'il y a des abus potentiels, notamment des combos entre personnages qui sont beaucoup trop violents, beaucoup trop forts et qui vont au détriment du show pour pouvoir soit les réduire, eux et leur impact, soit créer une nouvelle règle. Mais je l'espère, j'aurai le moins de fois possible ceci à faire. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en privé, c'est super, je peux le lire pas autrement que par téléphone parce que sinon vous allez juste le voir. Alors, ensuite on va avoir Léo. J'arrive quasiment à la fin concernant les personnages. Ah oui, réponds quand t'as le temps, mais il le dit en privé. Oui, je te répondrai quand j'aurai le temps. Alors, Léo. Léo, il va avoir cette particularité de jouer sur des auras qu'il a autour de lui. Une aura sacrée et une aura corrompue. Les auras lui donnent l'état sacré ou corrompu en fonction de l'aura qu'il aura choisi. Une fois par tour, grâce à une réaction, parce que la réaction s'obtient qu'au début de ton tour, une fois que tu l'as utilisé, il est capable de switcher d'aura. Alors il y a l'aura qui va donner des bonus à ses alliés et à lui-même en fonction du nombre d'alliés qu'il y a dans l'aura. Donc c'est l'aura sacrée. Et l'aura corrompue va donner un malus à ses ennemis, mais ça va le maluser lui aussi au niveau de sa classe d'armure. La classe d'armure qui est la première manière de toucher directement quelqu'un, que ce soit par une attaque ou par une magie.
Quoi, j'ai pas le droit de détruire le jeu avec la règle que t'as mal construite, c'est pas juste. Ah oui, mais non. Et ça, les abus de règles, malheureusement, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les jeux de rôle ou dans les jeux de société, c'est assez mal vu par les concepteurs, parce que bah c'était pas tant pour ça que le jeu a été fait, donc bon, n'en abusez pas trop, quoi. Et si on voit qu'il y en a un par contre qui est amusant, mais ça par contre allez-y à fond. Donc ça, Léo, pour revenir sur lui, c'est jouer sur les auras. Il est plutôt tanky, il va ressembler pas mal à Brynn dans la manière de le jouer, vu que c'est un paladin quelque part. Voilà, je pense pas que j'ai grand chose de plus à dire parce qu'en fait il va pouvoir à un moment mettre l'état de ses deux auras aussi, et je sais plus trop de quoi est constitué son kit vu que je fais un peu toute tête là. Mais je pense qu'il peut être très intéressant à jouer parce que c'est vraiment le chevalier qui adore montrer sa belle chevelure au soleil. Son armure en or qui sert à rien d'autre que d'apparat. Enfin... Mais voilà, c'est quelqu'un qui est compétent. En fait, il a juste été viré parce que justement, il faisait trop de glorification de sa personne. La liaison des auras AURA malheureusement se fait. Et cette blague, je l'ai déjà faite la semaine dernière, Scipion. Oui, elle est technique, oui. Je sais. Après, les techniques, je crois pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ne connaissent pas l'univers de Zelda. Bon, on va passer au dernier personnage que je voulais vous introduire. Là, il est quand même 21h40, donc merci à ceux qui sont restés jusque-là quand même. Rebecca. Donc Rebecca, c'est la seule Drow. Drow ou Elfe Noir, ce sont des personnes qui vivent normalement sous terre, qui ont été bannies et qui vouent un culte à des dieux et déesses maléfiques. Pour ne serait-ce que survivre, parce que c'est un environnement très hostile. Donc Rebecca a réussi, malgré le fait qu'elle soit utilisée pour des préceptes religieux, à s'enfuir, donc elle ressemble beaucoup à Nick sur ce principe-là. Et en tant qu'elfe noire, elle est très mal vue, parce que justement, ils sont considérés de façon stéréotypée comme des personnes qui vouent un culte au mal, de façon très générale. Donc elle ne va pas aimer et apprécier les personnes qui vont la juger sans même la connaître. Elle va avoir un haut potentiel RP vis-à-vis de ça, et puis aussi par rapport à comment que les personnes peuvent l'apercevoir ou mal la regarder. Mais elle va aussi avoir une utilité en combat qui est très importante, qui est celle de pouvoir réduire la ténacité des adversaires. Donc il va y avoir un choix que Rebecca va faire, c'est là j'ai pas mal réduit la ténacité de l'adversaire, donc je vais arrêter de l'attaquer pour passer à une autre cible, parce que justement, si jamais je la paralyse, elle va récupérer toute sa ténacité, et j'ai potentiellement mes autres alliés, comme par exemple David, qui peuvent avoir besoin pour mettre leur entrave, que la ténacité des adversaires soit réduite. Donc elle a ce côté un peu utilitaire vis-à-vis du malus, mais aussi, comme elle applique l'état paralysie sans avoir besoin que la personne d'en face soit humidifiée, la personne ou la créature, hein, je sais pas pourquoi je dis des gens, je veux tuer des gens moi. Et bah, cette paralysie, c'est un contrôle qui permet d'augmenter les dégâts totaux, les dégâts généraux, parce que la prochaine attaque qui est faite contre une cible, attaque ou magie, sera un coup critique obligatoire. Ce qui va retirer l'état de paralysie de la cible, mais lui faire beaucoup de dégâts. Et il y en a certains qui adorent les critiques. Il y a Kevin qui adore les critiques, il y a Brynn qui adore les critiques, par exemple. Je dis ça par exemple. Bon, faut savoir que les combats vont pas tous être faciles. Les premiers scénarios vont avoir des combats faciles, et il y en a d'autres après qui vont être extrêmement difficiles. Je ferai en sorte d'équilibrer les choses pour que ça soit toujours possible, à partir du moment où il y a un effort de recherche. Mais des fois, ça pourra paraître impossible, s'il n'y a pas du moins l'effort minimum de recherche. Donc faites très attention, ne vous surestimez pas parce que les personnages vous paraissent forts, parce que vous connaissez déjà Donjons et Dragons. Je veillerai à ce que vous puissiez regretter si jamais c'est le cas. Donc Rebecca a aussi une compétence de contrôle qui lui permet de rassembler toutes les cibles qu'elle a réussi à paralyser grâce à son ultime, ce qui lui permet en fait globalement de grouper les cibles, un peu comme Panda le fait avec les alliés, bah, elle le fait avec les ennemis. Toutes celles qu'elle a réussi à paralyser, elle va pouvoir les attirer vers elle et faire après ce qu'elle veut. Bref,
Voilà pour les personnages. Merci d'avoir écouté. Je suis revenu dessus parce que lundi dernier, ils sont arrivés très tard. J'ai pu présenter les fiches vraiment trop tard. Et du coup, là, ça permet à ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, au moins d'avoir un petit récap sur eux. Donc j'espère que ça vous aura permis, grâce à la présentation que j'ai pu faire d'eux, de vous donner une idée des différents personnages et surtout de ceux que vous avez envie de jouer. Donc il y en a normalement au moins un à chaque fois dans chacune des catégories qui devrait vous plaire ou que vous voulez jouer absolument, un ou deux. S'il y en a dans deux catégories différentes que vous voulez absolument jouer, bon là c'est plus compliqué. Mais au début, tant que la communauté n'est pas gigantesque, il y a peut-être possibilité que je vois pour pouvoir vous changer de groupe, ou alors je verrai à ce que tous les mois les gens puissent choisir un autre groupe pour pouvoir intégrer justement un autre personnage ou aider à faire progresser un autre personnage. Donc après tout le reste c'était des choses qui ont déjà été vues la dernière fois, en tout cas concernant ce tableau. Donc dans tableau des quêtes, vous allez avoir justement les progressions des différents personnages. Alors pour l'instant chacun des personnages a la même quête, être joué une fois en live, qui lui permettra de monter au niveau 2. Et en montant au niveau 2, il y aura un choix qui sera fait justement dans le salon lié au personnage. Donc par exemple, admettons Bryn est joué, le scénario est validé. Bryn va monter de niveau. Et dans le salon Bryn, il va y avoir un choix, souvent en 3 étapes, mais des fois en 4, que les gens qui sont du côté force vont pouvoir décider pour pouvoir améliorer Bryn. Donc ça peut être des dégâts, ça peut être de la ténacité, ça peut être de la résilience, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il va y avoir des choix qui vont être faits en considération des différents scénarios qui pourront avoir lieu plus tard et pour pouvoir par exemple différencier un peu plus Bryn d'un autre personnage comme Kevin qui est aussi basé sur les critiques. Voilà, donc ça c'est pour l'évolution des personnages. Donc le niveau 2 est pas trop dur à atteindre parce qu'il faut l'avoir joué au moins une fois, mais après il va y avoir des quêtes qui sont liées à ce personnage en particulier. Genre Bryn doit tuer 10 gobelins pour monter niveau 3 par exemple. C'est qu'un exemple, c'est pas ça encore. Hein. J'ai pas encore défini les prochains niveaux. En fait je vais y réfléchir à chaque fois que le personnage va monter de niveau, vu qu'il faudra au moins une séance à chaque fois pour que le niveau du personnage soit monté. Et en plus de ça, un personnage qui a monté de niveau ne peut pas être joué tant que les autres personnages dans la statistique n'ont pas été joués. Histoire que on puisse voir un jeu de rôle différent à chaque fois que toujours le même personnage qui est apprécié par tout le monde. Et n'hésitez pas surtout à faire des fanarts ou des fanfics ou des fans, ce que vous voulez, des personnages de JDR. Toujours un plaisir de pouvoir voir le travail que les artistes peuvent produire et ça peut être pas mal aussi de faire une diapositive des fanarts au tout début de séance lorsque je vais commencer un live notamment. Donc voilà, aussi comme il y a différentes activités qui vont être faites avec les groupes, vous voyez qu'il y a un nombre de points. Donc un peu comme à l'école des sorciers, j'ai envie de faire un système de points qui vous met en conflit vraiment très indirect, hein. Mais en tout cas pour pouvoir faire un petit peu de compétitivité entre les différents groupes et puis que vous ayez un attachement particulier à un groupe, voilà, c'est voir si vous êtes capable de rassembler un certain nombre de points, donc en faisant monter de niveau les personnages notamment, mais aussi en jouant bien RP, en ayant un score particulier et en demandant à un petit personnage que je vais vous présenter qui s'appelle Chat. Alors Chat, qu'est-ce qu'il est, qui c'est Chat? Donc déjà, Chat, c'est ma manière à moi de pouvoir vous montrer, sans vous montrer directement tout ce que le MJ voit, en live, ce que un joueur pourrait voir techniquement. Chat, c'est aussi un petit bonhomme qui n'a pas beaucoup de points de vie, qui n'a pas tant de statistiques que ça, qui va évoluer au fur et à mesure que la chaîne évolue, mais qui est là pour voir que la quête se passe bien. C'est un petit bonhomme violet, dont on ne voit que les yeux qui sont luisants en dessous d'une capuche, où tout le reste du corps en fait est noir, comme un sans-cœur pour ceux qui connaissent Kingdom Hearts, comme
comme Vivi dans Final Fantasy, pour ceux qui connaissent Final Fantasy, ou Veigar, pour ceux qui connaissent League of Legends. Vous voyez le type de personnage. Bon, eh bien, ce petit personnage, il n'est capable de répondre que par une forme de oui, ou une forme de non, et il possède que 4 doigts. Donc si jamais vous lui demandez un chiffre entre 1 et 8, il ne pourra vous montrer que jusqu'à 8 doigts, quoi. Il peut pas aller jusqu'à 9 ou à 10. Pour moi, Chat, c'est un gobelin débile qui est suicidaire. Pourquoi pas vous pouvez l'imaginer comme vous le voulez. En tout cas, l'idée, c'est que il est présent, il entend, il voit, il est témoin, et c'est lui qui fait valider la quête. Les chats sont une espèce très particulière qui vivent pour la guilde et qui sont loyales à la guilde. Vous ne savez que très peu de choses les concernant, mais globalement c'est eux qui vont valider ou non la quête. Donc si jamais il meurt, la quête est considérée comme échouée. Donc faites attention à lui, protégez-le en conséquence. Chat, si les joueurs qui jouent lui posent une question, il ne pourra répondre que par oui ou par non, ou avec l'aide de ses doigts. Il fera de son mieux. Si la question est bien formulée, elle sera donnée au chat sur Twitch en sondage. Donc ça sera soit un sondage par oui ou par non, soit un sondage avec une liste de différentes choses que le joueur demande. Et après 5 minutes de petite pause où chat va réfléchir, on va avoir la réponse de chat qui va être donnée directement sur Foundry pour pouvoir répondre à la question qui a été posée à ce petit être de divination qui est chat. Donc c'est la manière que j'ai trouvé en tout cas de faire participer la communauté sur Twitch pour que les gens puissent s'amuser même en étant de simples spectateurs. Je voulais que tout le monde puisse vraiment avoir une activité très particulière. Et si par exemple quelqu'un a vu quelque chose au travers des yeux de chat, parce qu'il verra plus de choses que les joueurs ne le verront, eh bien ils pourront le mentionner durant la question. Mais seulement avec oui, non ou un chiffre. À moins que les joueurs vous donnent la possibilité au travers de leurs questions de répondre convenablement. Donc voilà pour la présentation de chat. Ensuite, le calendrier qui est présent dans ce même salon, qui est le tableau des quêtes. Vous voyez, j'ai mis un petit doigt qui montre les groupes qui possèdent la possibilité d'un giveaway de la semaine. Donc pour l'instant, il n'y a que Scipion qui a pu s'inscrire parce qu'il est dans le groupe Sagesse notamment. Et qui possède du coup le rôle d'élu parce qu'on a fait le test pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc automatiquement, une fois que vous participez à un giveaway, après 3 jours, une personne dans un des salons qui est pointé ici du doigt obtiendra le rôle d'élu. Pour cela, il doit participer à un giveaway. Alors par exemple, si je vais dans Sagesse, vous voyez, dans la salle de Sagesse, un giveaway a été envoyé avec une participation d'un seul joueur ici, mais j'espère beaucoup plus tard, qui est Scipion. Donc, après 3 jours, Scipion a reçu le rôle d'élu, qui va lui durer 10 jours. Ce rôle d'élu va lui permettre d'accéder au live d'aujourd'hui, qui est un live de présentation, donc malheureusement, il ne sera pas joueur pour ce live-là, mais je compte faire en sorte qu'il soit joueur s'il a envie de l'être. Il fait partie de ceux qui sont les plus méritants à ce sujet-là, et puis tous ceux d'ailleurs qui sont présents et qui soutiennent la chaîne aujourd'hui. Un grand merci, et vous inquiétez pas, je ferai en sorte que vous soyez forcément joueur une fois ou deux. Un grand merci encore une fois d'ailleurs. L'arnaque remboursée. Oui, non, je ferai en sorte que à chaque fois que quelqu'un deviendra élu, ça ne soit pas pour rien, qu'il ait quand même quelque chose en contribution, en retour. Et donc une participation en live obligatoire, au moins dans un live de jeux vidéo, si jamais c'est pas un live de JDR. Ou alors, sinon, je verrai, si je vois qu'il fait partie du groupe d'élus qui devrait avoir le giveaway, il viendra à la prochaine session de JDR.
Mais oui, je ferai en sorte que ça soit toujours possible. Et puis si jamais il y a beaucoup de scénarios qui se sont empilés les uns sur les autres et que je vois que ça plaît énormément comme concept, bah on fera un autre live JDR qui soit pas le lundi pour pouvoir faire les autres scénarios. Enfin, ou un autre scénario, ou même le même scénario, enfin je sais pas. Mais on verra à quel point ça peut aller loin. Pour l'instant, j'ai pas mal de solutions techniques à élaborer. Et comme je disais, si tout se passe bien, lundi prochain on pourra voir une partie. Sinon, ça sera lundi dans 2 semaines. Et je dis ça, je m'avance peut-être un peu aussi. On verra les soucis techniques que je rencontrerai d'ici là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je devrais vous présenter? Parce que là, je vous ai présenté pas mal du Discord. Bon, bah les règles, je vais pas vous lire les règles en live, c'est pas forcément intéressant. Mais en tout cas, elles sont importantes à lire. Les docs, ça c'est vu. Les temps forts, je vous en ai parlé. Les sondages qui peuvent avoir lieu pour que ce soit plus visible ici que sur Twitch. Mais après, par rapport à la scénographie, c'est peut-être mieux de le faire sur Twitch pour bah aussi la participation des gens, parce que c'est aussi la manière qu'il y aura de rétribuer la chaîne. Donc je pense que ça sera mieux sur Twitch, mais en tout cas voilà. Ici, il pourrait y avoir des sondages qui sont autres que durant le live. Et si jamais vous voulez jeter des dés, il y a des bots qui sont présents pour pouvoir vous permettre de jeter des dés comme vous le voulez. Donc ça, j'ai pas besoin normalement de vous le présenter. Alors, j'ai parlé des personnages, j'ai parlé du Discord, qui je l'espère va attirer beaucoup plus de monde maintenant. Et il y a Foundry maintenant que je voudrais vous présenter rapidement. F11. Sur ce même navigateur, vous allez avoir des fiches de personnages qui vont être disponibles sur la droite. Donc ces fiches de personnages, vous voyez, il y a les différentes statistiques. Donc on va avoir de charisme jusqu'à force. Et on a dedans les différents personnages qui peuvent être sélectionnés par les personnes qui vont se connecter. Donc chat a accès à toutes les informations, donc il peut voir toutes les fiches de personnages. Donc si jamais le chat a envie d'avoir des informations sur un personnage en particulier, comme voir par exemple Hildegarde, ils peuvent le demander au travers des demandes qui sont accessibles via Twitch. Bon, c'est des fiches de personnages qui seront aussi mises en évidence une fois qu'elles seront terminées sur Discord pour être toujours accessibles. Mais en tout cas, voilà, ça permet de voir le travail aussi qu'il y a derrière. 20 fiches de personnages différentes sur lesquelles il me manque encore le travail d'artiste pour ne serait-ce que le token. Donc pour l'instant, c'est le token prédéfini que vous voyez ici. Donc vous pouvez voir les modificateurs qui sont présents sur les statistiques du personnage, comme c'était présent sur la présentation, la diapositive qui était présente la semaine dernière. Vous voyez leur HP qui sont ici en vert, leur classe d'armure qui est mise en gros là, et plein d'autres choses encore, comme par exemple ici la Wisdom qui correspond à la sagesse, qui correspond en réalité à la résilience, c'est 10 plus 4. La ténacité, ici, la constitution, c'est 10 plus 1. Et enfin l'esquive, ici, qui est à 0, donc 10 plus 0. Pour rappel, ces stats-là, qui sont très particulières au JDR que je suis en train de mettre en place et que l'on ne retrouve pas dans Donjons et Dragons, vont vous permettre, pour la ténacité, de résister au contrôle physique, pour la résilience au contrôle mentaux magique, et pour la dextérité, ça va être l'esquive des dégâts directs. Donc tant que c'est pas une brûlure ou des dégâts qui sont créés par notamment un piège, l'esquive vous permet de diviser par 2 les dégâts si jamais vous réussissez votre esquive. Contrairement à un Donjons et Dragons classique aussi, les HP de départ sont multipliés par 4. Donc vous l'aurez remarqué, il y a pas mal d'HP si jamais vous êtes habitué au jeu de rôle. Et si on regarde la fiche de chat, vous voyez que chat a 20 HP. Donc il est vraiment très faible. Il a -1 dans toutes les stats. Il ne maîtrise aucune compétence. Pour le moment.
Et il est basé sur les mages, donc il va avoir plus 2 en résilience. Donc il est à 11 de résilience. Tu es mort Scipion, tu me laisses. Ah, tu es fatigué. Bah bonne nuit Scipion. De toute manière, j'ai quasiment terminé, je présentais juste chat. Donc vous voyez, pour l'instant, des modes sont manquants. Donc pour le combat, va y avoir techniquement en dessous la possibilité de sélectionner les actions, réactions, actions bonus que vous voudriez faire. Et va y avoir aussi les initiatives qui seront présentes tout en haut pour que vous puissiez voir quel est votre ordre dans le tour. Donc ça c'est des modes qui vont être ajoutés. Pareil pour le lancer de dés, plutôt que d'avoir à regarder les dés qui sont lancés dans le chat directement, ils pourront être visibles en 3D sur l'écran. C'est des modes que j'ai installés à regarder comment faire sur internet. Pour le coup, j'ai encore beaucoup à apprendre pour pouvoir les mettre en place, mais je suis sûr que ça rendra quelque chose de vraiment cool. Et enfin, bah, je pense que j'aurai terminé pour ce soir. En plus, il y a Scipion qui part, donc c'est peut-être le moment que je m'arrête. Effectivement. Donc, l'organisation. Je vous ai dit, vous choisissez un groupe de stats qui vous plaît pour jouer le personnage que vous voulez, ou les personnages que vous voulez. Ensuite, vous essayez de devenir élu, que ce soit en montant de niveau, en participant sur Discord, en parlant, ou au travers des giveaways qui vont avoir lieu dans votre salon exprès pour. Et une fois que vous devenez élu, on discute directement dans le salon prévu pour le live, afin que vous puissiez toucher un petit peu à Foundry, apprendre les différentes mécaniques de Foundry. Donc c'est le jeudi avant le live du jeudi. Environ 1 heure avant le live du jeudi, vous pourrez toucher un petit peu au logiciel pour pouvoir apprendre à l'utiliser. Et puis pareil, le week-end, vous pourrez y toucher. Je laisserai accès tout du long pour que vous puissiez faire des lancers de dés, que vous puissiez faire des lancers de dégâts, etc. Lorsque vous vous connectez à Foundry, vous allez avoir une liste de pseudos que vous pouvez sélectionner, parmi lesquels il va y avoir Game Master et Chat qui forcément ne vous seront jamais accessibles, mais il va aussi y avoir Force, Constitution, Dextérité, Sagesse, Intelligence, Charisme qui vont être présents, et vous choisissez votre groupe en gros dans la liste et vous mettez un mot de passe qui est un mot de passe forcément temporaire pour la semaine jusqu'au prochain live, et une fois que ce mot de passe est donné, et je l'espère ne sera jamais leak, une fois qu'il est donné et que il a été utilisé pour la session, le lundi après la session il va être remodifié. Donc c'est volontairement des mots de passe compliqués par sécurité, pour que vous puissiez aussi pouvoir accéder au logiciel et vous entraîner à l'utiliser, à rouler des dés, à lire la fiche, à comprendre votre personnage, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Des fois ça peut paraître compliqué. Il y a des jeux de société qui paraissent compliqués, mais en réalité, une fois qu'on a un petit peu touché, ça devient assez simple. Et je l'espère, ça vous permettra aussi à vous d'apprécier le jeu de rôle, le logiciel, et de l'installer aussi chez vous, et de vous de vous lancer en tant que MJ ou en tant que joueur sur Foundry et dans le domaine du jeu de rôle en général. Mais merci à tout le monde, merci à Kanae d'avoir été là, bonne nuit à toi aussi, je vous souhaite bonne nuit à tous. Je vais couper aussi court parce que vu que c'est des explications, c'est pas forcément fun. Mais hâte d'avoir des joueurs, de pouvoir vous présenter quelque chose de sympa dans l'univers du jeu de rôle, qui ne soit pas juste de la technique. Et puis à très bientôt.